Qui a dit qu'Apple prenait du retard en termes de machine learning et d'intelligence artificielle ? Avant même la WWDC dans moins de 3 semaines, Cupertino a dévoilé une partie des nouveautés d'iOS 17 autour de l'accessibilité. Live Speech va notamment permettre de créer un clone de sa propre voix qui sera utilisé pour vocaliser du texte tapé au clavier. Le détail dans un instant. La DubDub 2023 J-20 avant la keynote en ce mardi soir, plus que 3 épisodes hebdo avant le 5 juin. Alors chaque semaine désormais, on va faire le point sur les infos et les rumeurs de la semaine écoulée, avec notamment la dernière nouvelle en date, la confirmation du nom XROS. Google a mis 3 mois pour se relever, mais Google a riposté à ChatGPT et à Microsoft en ouverture de sa conférence Google I.O. mercredi dernier. De l'IA à tous les étages, la V2 de Bard, un premier smartphone pliable et une tablette très compétitive. On va y revenir. Qui a réservé 90% de la production de puces en 3 nanomètres chez TSMC cette année. À votre avis, Gilles va tout nous dire sur ce hold-up signé Apple. Et puis le dîner d'Eli, de retour au fourneau sans doute pour préparer le festin du 5 juin. Dans nos assiettes, une nouveauté majeure dans l'appli WhatsApp sur iPhone, la possibilité de verrouiller et même de cacher certaines discussions. iWeek, la semaine Apple 137, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous en ce mardi 16 mai 2023. Il est 17h43 à Paris, en France. Oui, je le précise parce que vous nous écoutez un peu partout dans le monde. Bon, d'abord, nous 4, ce soir, on est un peu partout en France, n'est-ce pas la team ? Certes, c'est vrai, mon capitaine. Et oui, et du coup, quand on parle tous en même temps, on montre bien qu'on est un peu partout en France. Salut Ellie. Bonsoir Benjamin, bonsoir la team, bonsoir à tous. Bonsoir Nice. Yes, où il fait beau. Bonsoir Fabrice Neumann. Bonsoir mon capitaine de Pibrac, Haute-Garonne. Et bonsoir Gilles Dounès. Bonsoir Benjamin Vincent. Bonjour Paris. D'où tu es, Gilles ? Rappelle-nous. De Pau, capitale du Béarn. Exactement. Alors vous savez qu'on nous écoute dans le monde entier, hein, on ne se rend pas compte comme ça, mais on nous écoute en Chine, aux États-Unis, aux Antilles, dans l'océan Indien, en Amérique du Sud, en Afrique. Tiens, à propos d'Afrique, je tiens à saluer notre auditeur unique en République démocratique du Congo. Si tu nous écoutes, toi, en RDC, fais-nous signe via Twitter avec le hashtag iWeekLSA, ça nous fera énormément plaisir. Au Burkina Faso, vous êtes 5. En Inde, vous êtes 4. Vous êtes 8 en Pologne, 2 en Indonésie et 29 au Japon. Waouh, bravo le Japon. Wow. Très fort. Bon, heureusement, vous êtes un peu plus nombreux en France. Allez, un petit coucou via Twitter avec une photo de vous en train d'écouter iWeek, ce serait vraiment génial. N'oubliez pas le hashtag, et puis puisqu'on y est, allez, on offre un mug collector à la première ou au premier d'entre vous qui fera ce tweet trop sympa, un mug que vous montre Ellie si vous êtes devant la version vidéo d'iWeek sur Patreon ou sur YouTube. Alors si vous aimez iWeek, la semaine Apple, suivez-nous, abonnez-vous, vous auriez tort de vous priver puisque c'est gratuit. Il suffit d'un clic sur votre plateforme de podcast préférée. La version vidéo de cet épisode sera disponible dès jeudi, sans pub sur patreon.com/iWeek, puisqu'on a rattrapé notre retard, et à partir de dimanche sur YouTube. On parlait des réseaux, donc suivez-nous sur Twitter @iWeekNews, sur Mastodon @iWeekNews@mastodon.world. On est à l'écoute de vos messages avec le hashtag iWeekLSA. On attend vos réactions et vos questions. Dans quelques minutes, le compte à rebours avant la keynote du 5 juin. On est à J-20. On va vous livrer les dernières infos et les dernières rumeurs. Mais tout de suite, Apple qui met le paquet sur l'accessibilité en preview d'iOS 17. A tout de suite.
Apple annonce de nouvelles fonctions pour l'accessibilité cognitive avec Live Speech, Personal Voice et de nouvelles possibilités de magnification. Des nouvelles qui arriveront, je cite, plus tard dans l'année parce que Apple le dit bien dans son communiqué daté de ce mardi. Il s'agit d'un avant-goût, d'une preview comme on dit en anglais. Et Tim Cook parle de nouvelles fonctionnalités incroyables. Alors on va commencer par le détail de ces nouveautés incroyables comme dit Tim. On va voir si elles le sont vraiment. Il y a d'abord des nouveautés liées à la voix. On en parlait dans la quotidienne Ellie. Live Speech et Personal Voice, c'est 2 fonctions qui vont pouvoir être utilisées ensemble. Absolument. Pour les personnes qui ont des difficultés à s'exprimer, ils auront maintenant la possibilité, lors d'un appel FaceTime par exemple, de taper la réponse qui sera prononcée par la voix préférée de votre ordinateur ou de votre téléphone. Et même si vous voulez que ce soit votre voix, il suffira de lire avant, bien sûr, une quinzaine de phrases types pour que le machine 150. learning... Non, 150 Pardon phrases. 150 phrases. J'ai raté un 0, pardon. Oups. Parce que c'est 15 minutes. Oui. Ça prend 15 minutes, mais c'est 150 phrases. Oui. Mais c'est déjà pas mal. Oui. C'est pas mal. Et donc, du coup, grâce au machine learning, il y aura votre voix qui sera synthétisée. Et donc, à chaque fois que vous allez taper une nouvelle phrase, ce sera votre voix qui va la prononcer pour que vos interlocuteurs aient l'impression de discuter avec vous. Ouais. Alors, ça a l'air spectaculaire comme ça. Il va falloir qu'on teste évidemment cette fonction. On va tous synthétiser notre voix, évidemment, dès qu'on le pourra. Alors, Apple explique que c'est notamment destiné à des utilisateurs d'iPhone qui potentiellement pourraient ne plus pouvoir utiliser leur voix à terme. Ils l'enregistrent d'une certaine manière dans l'iPhone pour pouvoir continuer à parler, je mets des guillemets, même quand ils n'en seront plus capables. C'est ça l'idée ? Oui, c'est ça, absolument. T'imagines si l'un de nous est aphone, par exemple, on pourrait enregistrer notre chronique et vlan, on la balance comme ça. C'est tout ce qui est génération de voix, etc. Alors, il parle d'une maladie que je connaissais pas, la sclérose amyotropique latérale. Donc, c'est un exemple. A priori, Stephen Hawking, tu dis, Gilles ? Oui. D'accord. Il y a une série comme ça qui était très drôle où le gars, le geek qui parle de la conférence qui est enregistrée de Stephen Hawking et qu'il dit c'est bizarre comme ça. Et c'est typiquement pouvoir avoir un synthétiseur de voix, pouvoir s'exprimer à peu près normalement sans faire de la peine en fait aux gens qu'on aime et ou ces interlocuteurs qui se disent oh là là, ça va pas du tout, quoi. Donc voilà, deux fonctions. Alors le live speech, ce sera avec une voix fournie par l'iPhone, donc il n'y aura pas besoin d'enregistrer de voix personnalisée, c'est ça l'idée. Absolument. Ouais. Oui, exactement. Ça sera la voix de Siri. Ça n'existe pas déjà, j'avais l'impression que ça existait déjà, ça. Non ? Pas chez Apple. C'est le contraire qui existe, c'est le speech to text qui existe, c'est ça ? Oui. C'est la dictée vocale en fait, speech to text. Il y a les deux, c'est-à-dire qu'on peut déjà faire lire par exemple le contenu de l'écran et on va en parler après. Il y a dans la détection des éléments par la loupe. Donc les voix, qu'elles soient les voix de Siri ou sur le Mac, il y avait aussi des voix qui s'appelaient, je sais plus, Alex et d'autres pour faire du text to speech, pour pouvoir faire lire du texte. Là, il y a quelque chose c'est plus ça va plus loin parce que c'est pendant un appel téléphonique ou FaceTime, et encore plus loin si on fait synthétiser sa voix pour pouvoir répondre avec sa propre voix ou presque. Moi, ça me rappelle un truc, alors c'est pour faire mes souvenirs de vieux combattants 2 minutes. Mais non. Là où je suis aussi épaté par le fait qu'il faille que 15 minutes
pour synthétiser sa voix. Moi, ça me rappelle, il y a donc très longtemps, quand je travaillais pour le magazine Science et Vie Micro, SVM, pour ceux qui s'en souviennent, j'étais un peu le spécialiste de la reconnaissance vocale. Et au début, il fallait entraîner et créer son propre modèle vocal avant que le pauvre Pentium 100 MHz soit capable de reconnaître la voix de ce qu'on dictait. Et il fallait parler pendant 3 quarts d'heure pour que ensuite son PC mouline pendant je ne sais plus combien de temps pour créer son modèle de voix. Et si quelqu'un d'autre essayait d'utiliser son modèle de voix, ça marchait pas du tout. Donc voilà, c'est la séquence. Regardez comme c'est beau le progrès quand même. Et je trouve ça génial que ce soit en plus mis au service des personnes qui en ont le plus besoin. Toi aussi, tu t'es mis donc à Dragon Dictate à l'époque. Et à IBM via Voice. IBM, oui. Ah oui. Ça marchait même avant le Pentium, et il fallait une carte PCMCIA pour le faire fonctionner. C'était très drôle. Et même quand tu avais quand tu étais en roué, ça donnait des trucs absolument délirants. C'était qu'est-ce que je veux dire, toute proportion gardée, c'est un peu comme les gens qui malheureusement ont des problèmes de cancer, qui sont obligés de subir des radiothérapies ou des expositions au rayonnement électromagnétique, et qui font congeler leur sperme en fait. Mais pour l'instant, Apple n'en est pas là encore. On n'arrive pas encore à faire synthétiser un iPhone. Ne sautons pas les étapes. Non, c'est une image, une analogie. Oui. Et on te remercie de nous l'avoir mise devant les yeux. On a l'image, c'est bon. Peut-être un accessoire Bluetooth, bientôt quelque chose. Enfin, bon, en tout cas, ce que tu viens de dire, Fabrice, au sujet des 15 minutes nécessaires seulement pour synthétiser sa propre voix, ça me fait penser à l'histoire d'une chanteuse. Je ne sais pas si vous avez vu son histoire. Elle s'appelle Holly Herndon. Elle est américaine, elle vit à Berlin, et en fait, elle a créé un propre modèle de sa voix à base d'intelligence artificielle et de machine learning. Elle a entraîné le modèle et c'est d'un très très haut niveau de qualité. Et elle est en train elle a fait plusieurs conférences TEDx où elle en fait de la démo. C'est assez étonnant parce qu'elle est sur scène, elle a un micro, elle chante avec sa propre voix, et puis à côté d'elle, il y a un chanteur, donc un homme assez chanteur, un blague, donc avec une voix assez profonde, et il a 2 micros en fait, et selon le micro dans lequel il chante, un coup il chante avec sa voix à lui, et un coup il chante avec sa voix à elle. Et c'est assez étonnant. Tout ça se fait en temps réel, etc. Et donc, elle est en train de se demander si elle va mettre sa voix à disposition. Par exemple, si des gens pourront faire des concerts d'elle sans qu'elle ait besoin d'être sur scène, par exemple. Enfin, voilà, c'est assez fou. J'imagine qu'elle n'a pas mis un quart d'heure pour synthétiser sa voix, ou en tout cas pour faire l'apprentissage. Donc, c'est sûr que la performance d'Apple, en tout cas sans doute en termes de simplicité, de vitesse d'apprentissage, est assez étonnante de ce point de vue-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres annonces en termes d'accessibilité dans ce qu'Apple a dévoilé aujourd'hui ? Oui, il y a l'interface, on en a parlé dans la quotidienne, qui permet en fait d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus facile à lire pour quelqu'un qui aurait des problèmes de vue, c'est-à-dire qu'il y a une présentation restreinte des icônes et principalement des plus utiles. Et dès qu'on a choisi par exemple parler ou écouter, on arrive dans une présentation où en fait on a l'équivalent de widgets qui prennent toute la largeur de l'écran et qui permettent de dire lire un morceau ou appeler une personne, etc. Avec un bouton pour revenir à la homepage qui prend tout le bas de l'écran, donc extrêmement facile pour les personnes qui auraient un peu de mal à choisir un petit élément dans l'écran d'un iPhone par exemple. Et d'accord, ça, donc je là pense tu que ça va parles être très très utile. D'accord, d'une bascule de l'interface habituelle de l'iPhone vers un mode... accessibilité pour voilà, déficients visuels. Ok. Vous avez sans doute vu aussi cette petite vidéo là qui est dans le communiqué d'Apple, cette démo qui est faite avec un iPhone qui pointe sur le panneau de bouton d'un micro-ondes. Et le doigt de l'utilisateur passe d'un bouton à l'autre, et l'iPhone va lire le texte qui est sur chacun des boutons
Power Boost, 30 secondes de plus, démarrer. Ouais, C'est en c'est fait ce que j'évoquais l'iPhone tout à l'heure. c'est l'iPhone qui voit à votre place en fait. Ouais, avec en plus donc la détection du mouvement du doigt et de ce vers quoi on pointe pour ne pas lire tout le temps la totalité de ce qu'il y a à l'écran. Donc pour les personnes qui ont la possibilité de pointer, ça peut, mais qui voient pas bien, ça peut aider énormément. C'est assez génial. Bon, moi je trouve que ça implique aussi autre chose. Je pense que c'est une technologie qui n'a pas été développée que pour ça. Ah, tu penses à quoi toi? Bah, je pense à la Les réalité lunettes. augmentée. Parce que Les lunettes, ouais. Parce que ce soit pour les déficients visuels, les personnes avec un handicap, ou simplement pour aider justement, et on sait que le casque dont on parle beaucoup, on est censé pouvoir justement manipuler des objets qui soient virtuels ou pas, avec simplement ses mains, sans avoir un joystick dans les mains. Et donc il faut bien qu'il y ait une détection d'un ou plusieurs doigts pour ensuite en faire quelque chose. Et je pense que là, du coup, on voit dans la démo, il y a juste un seul doigt, et que la technologie mise au point par Apple, elle va bien au-delà de ça. Si le scanner d'iris se confirme dans le casque, il devrait aussi pouvoir déterminer ce qu'on regarde très précisément. Donc, exactement. Ouais, est-ce qu'il aura une précision suffisante pour voir qu'on regarde le bouton de gauche plutôt que le deuxième bouton en partant de la gauche? Ça, je ne sais pas, mais effectivement, tu as raison. On peut assez facilement voir les débouchés de cette techno sur un autre appareil que l'iPhone, c'est sûr. Qu'est-ce que ça dit du 5 juin, le fait qu'Apple fasse ses annonces moins de 3 semaines avant? Parce qu'ils auraient très bien pu les garder pour la keynote. Il y a un petit effet waouh qui est sympa aussi. Il y en a sous le coude. Ouais, Gilles? Ils en ont gardé sous le coude, et donc ils font monter un peu les attentes. On a parlé des fuites plus ou moins organisées et instrumentalisées. Là, ils prennent les choses en main. Je vais le faire, et puis ils font monter un peu la pression, les attentes, en disant justement ce qu'on est en train de dire. S'ils en sont à montrer ça, soit ils font comme à Hollywood, et certains films, ils mettent tout dans la bande-annonce. Il n'y a plus grand-chose d'intéressant à voir dans le film, et là on sera déçu. Soit ils en ont gardé sous le coude, comme je le pense personnellement, et là ça donne vraiment envie d'être là, de mettre son micro dans la valise, et puis d'assister à la keynote. Mais oui. Est-ce qu'il n'y a pas juste un principe de réalité où Apple a fait le conducteur de la keynote du 5 juin, et en se disant attendez, là en 2 heures c'est pas possible. il faut qu'on se déleste de certains trucs avant, sinon ça tiendra jamais. Absolument. En général, ils le font après. Ouais. Ouais, je pense qu'il y aura des sessions à ce sujet dans les jours suivants, peut-être dans l'état de l'Union, et puis après dans toutes les sessions vidéo, il y aura forcément un détail de tout ça. Je mettrai un petit bémol sur un truc, pas pour être négatif totalement, mais alors, c'est-à-dire que ces fonctions-là sont géniales, et Apple est quand même très en pointe là-dessus et fait beaucoup d'efforts pour aider toutes les personnes avec handicap, et je trouve ça génial. Ouais. Mais la WWDC, c'est pour les développeurs, donc c'est un peu comme moins centré développeur que le reste. Et puis c'est sûrement un peu triste, mais le principe de réalité, c'est aussi de dire que les options d'accessibilité sont formidables, mais concernent moins de monde, et en tout cas, a priori, moins de monde pour faire la une des articles le jour de la sortie de ces choses-là, de toutes les annonces du jour, et donc visiblement, c'est pas forcément quelque chose qu'on met en tête de chapitre le jour de la keynote. Ou au Je contraire, crois que ça s'est jamais vu. Au contraire, Non, elles parce peuvent peut-être faire la une si elles sortent seules 3 semaines avant. Eh oui. C'est ça. Il y a des API derrière, vraisemblablement, qui seront mises à disposition des développeurs pour tout un tas
d'application, c'est la façon Bien sûr. de fonctionner d'Apple. Et puis, ça sert à faire rêver un peu en avant du casque qu'on attend, comme tu l'as bien souligné, Fabrice. Et par rapport à Google, à Microsoft, à Meta, à tous ces grands acteurs de la tech qui ont de l'ambition dans le domaine de l'intelligence artificielle, du machine learning, là Apple quand même, alors c'est qu'une petite partie j'imagine de ce qu'elle peut faire, mais typiquement la synthétisation de la voix en 15 minutes, on est sur ces domaines-là. Oui, puisqu'on est dans le machine learning et donc ça veut dire qu'Apple profite justement pour parler et dire qu'eux aussi savent faire des choses dans ce domaine et certainement ils auront d'autres choses à nous dire, on espère, dans ce qui concerne l'intelligence artificielle le 5 juin. Ou dans la semaine en tout cas. Et puis c'est une façon de dire aussi, vous êtes gentil avec votre blabla truc là, mais nous on est centré utilisateur et quand on a une technologie, on se débrouille pour que ça ait du sens, que ça ait une vraie utilité, et voilà ce qu'on sait faire. Fabrice, dans le communiqué, Apple n'insiste pas du tout sur la technologie, ils mettent vraiment uniquement en avant le bénéfice pour l'utilisateur. Oui, alors ça, c'est ce que sait faire Apple, comme je le dis souvent, c'est de raconter une histoire autour d'une... on ne parle pas de la fonction, on parle de ce à quoi ça sert, quoi, du coup, bien sûr. Heureusement, c'est très bien, c'est pour ça que avoir un iPhone, c'est quand même plus simple, un peu plus simple, me semble-t-il, quand on a un handicap ou plusieurs, de pouvoir s'en servir. Sans oublier quand même qu'il y a des options de ce genre-là sur Android aussi. Faut le souligner, et que Google n'est pas en reste en termes de machine learning, notamment pour faire, et on s'en sert quasiment tous les jours, en tout cas dans le monde entier, de gestion du texte, c'est-à-dire faire des sous-titres automatiques dans YouTube, faire des sous-titres automatiques des conversations téléphoniques ou en visio qu'on a sur Android. Ça se passe aussi de ce côté-là, et ça se passe sur l'appareil, comme a tendance à insister Apple pour dire que ça sort pas de l'appareil, etc. Ouais. Depuis 2-3 versions d'Android, c'est ce qui se passe aussi. C'est pas aussi raffiné dans les détails, me semble, que ce que fait Apple. D'ailleurs, à ce sujet, pour juste une petite remarque de raffinement, je sais pas si vous avez remarqué sur la vidéo qui montre le doigt pointant sur un panneau de contrôle de micro-ondes. Quelle est l'heure affichée sur le micro-ondes? C'est 9h41. Ah non, j'avais pas vu l'heure. Bien joué. Forcément. Bien joué. Ça, j'adore. J'avais pas vu l'heure. Bien joué. Et donc, Apple va lancer un micro-ondes, c'est ça que tu veux dire? Oui. Voilà, vous l'avez entendu ici en premier. Parce qu'en général, c'est que du matos Apple qui affiche 9h41. Bah oui, c'est pour ça que j'étais un peu étonné, mais j'ai trouvé ça marrant. Vous n'avez pas eu la télé, vous aurez un micro-ondes, voilà. Ou l'Apple Car, voilà. Bon, allez, on se retrouve dans une poignée de secondes pour revenir sur la semaine écoulée, le compte à rebours qui avance vers cette keynote du 5 juin. On est à J-20 et on va partager avec vous les dernières nouvelles et les dernières rumeurs avant de revenir sur la Google I.O. et la réplique de Google à Microsoft et à ChatGPT. À tout de suite. On est donc à 20 jours seulement, 20 dodo du 5 juin, de la keynote d'ouverture de la WWDC. Ça va aller très très vite. On a encore 3 émissions, celle-ci comprise, donc on a encore deux semaines avant de se retrouver le lundi 5 juin pour la keynote. Alors on s'est proposé de faire le point chaque semaine, chacune des 2 semaines qui nous restent, des rumeurs et des infos qui concernent ce 5 juin. D'abord, on a une confirmation, même si elle n'est pas une confirmation qui vient d'Apple, mais en tout cas, ça y ressemble très nettement. C'est que le nom du futur système d'exploitation du casque, vraiment la balance penche très nettement en faveur de ce que nous avait dit Mark Gurman, à savoir XROS, Ellie. Oui, absolument. Et d'ailleurs, on n'en doutait pas. Non. À partir du moment où Marc l'a dit, pour nous, c'était bon. Mais oui, on a vu que en fait, XROS a été déposé bien loin de nous, bien très loin de nous. Mais
quand même, The Verge était sur le coup et ils ont repéré en fait ce dépôt de nom qui a été fait. En Nouvelle-Zélande. Oui, c'est ça. À l'équivalent néo-zélandais de l'INPI. Donc qui Exactement. enregistre les marques. Alors il y a un détail important. Oui, il y a un détail qui tue et qui confirme le tout, c'est que le texte XROS a été écrit avec la police San Francisco, qui est une police que seul Apple utilise. Donc là, vraiment, il n'y a plus de doute du tout. Fabrice, c'est pas une surprise, hein, comme disait Ellie. Non, c'est pas une surprise. Je suppose qu'on va voir des dépôts de noms dans d'autres pays du monde aussi, parce qu'ils ne peuvent pas le déposer uniquement en Nouvelle-Zélande. Donc ça sort maintenant. Et puis, je suppose que maintenant tout le monde est à l'affût et d'essayer de d'éplucher tous les dépôts de noms, de brevets, de tout ce qu'on veut. De toute façon, par défaut, c'est ce qui se passe. Et on va en avoir d'autres d'ici le 5 juin, j'imagine. Voilà. En ce qui concerne le casque, c'est déjà fait, hein, puisque Reality One et Reality Pro ont été déposés depuis un moment déjà. Apparemment, la tendance est plutôt en faveur de Reality Pro. Hein. Oui. Le One, ça sera celui d'après, celui qui va coûter moins cher. C'est ça. $1,000. Less. Ça va être ça. Une précision. Oui, Gilles. Tu as dit 20 dodo, mais le dodo, a priori, a disparu et c'était pas la Nouvelle-Zélande, c'était la Réunion. C'est vrai, merci. Merci Gilles, je sais que je peux compter sur toi dans ces moments-là. Bon, il y a une autre rumeur, alors cette fois qu'on doit à notre confrère et ami Mark Gurman. Elle concerne les usages possibles du casque, puisque Final Cut arrive sur iPad. Bah oui. Ellie, logiquement. Mais oui, parce que figure-toi que, étant donné que ce casque est censé pouvoir utiliser les applis de l'iPad, eh bien, Marc nous a dit qu'à priori, Final Cut Pro pourrait tourner dans le casque de réalité augmentée Apple. Donc, tu imagines, nous en tout cas, moi je l'imagine très bien, je t'imagine très bien. Sur ton scooter en train de monter le dernier épisode avec ton casque. Moi, je dis que ça va le faire. Ça va pas. Oui. Non, mais sérieusement, j'ai beaucoup de mal à... autant regarder un film, je veux bien, mais alors faire du montage vidéo au casque, j'avoue que là, j'ai beaucoup de mal à imaginer. Est-ce qu'on se servira de nos mains pour... je sais pas... Est-ce que nos mains apparaîtront dans le casque ? Est-ce qu'on fera tout avec les yeux, en allant chercher les morceaux avec les yeux, à déplacer, à couper ? Je ne sais pas. Non, c'est vraisemblablement en appui de visualisation du Mac avec un Apple Pencil plus musclé ou sur un iPad tout simplement, hein, comme une tablette graphique, mais avec une gestuelle, une interface utilisateur entièrement dans le vide, comme ça, à la Minority Report, c'est pas du tout... Enfin, je m'avance peut-être, hein, mais je vois ça difficilement réalisable, en effet, ouais. Ouais, mais enfin, apparemment, c'est... Ouais, mais il peut y avoir autre chose. C'est sérieusement envisagé, hein. On a dit que il y avait, on en a parlé avec Mark Gurman, on pourrait utiliser une sorte de Mac virtuel pour avoir des grands écrans devant soi, justement, qui seraient donc plus grands que celui qu'on a donc ce qui pourrait aider à faire le montage, parce que quand on fait du montage, ça fait et c'est un des potentiels problèmes de Final Cut Pro sur l'iPad, si on a un iPad qui milite pour avoir un iPad à écran plus grand, parce qu'on a la ligne chronologique, les outils, les machins. Donc, on va pas faire un dessin notamment à notre capitaine qui s'en sert tous les jours. Ce que je vois aussi autrement, c'est que n'oublions pas qu'on parle de casque de réalité mixte. Donc, ce serait l'idée d'avoir le casque sur la tête, d'utiliser son iPad ou son Mac en même temps, parce qu'on le verrait au travers. Mais quand on est en train de produire potentiellement du contenu qui serait lui-même destiné à la réalité virtuelle, alors on pourrait le voir en direct. Ouais. Dans le casque, parce qu'on est en train de le produire. Et là, on voit que c'est tout l'intérêt de la réalité augmentée mixte, c'est qu'on l'utilise en même temps que le reste. Et c'est là que je trouve ça potentiellement génial pour les pros. Ouais, Ellie.
Et puis, n'oubliez pas qu'il y a eu une deuxième annonce simultanée qui est de dire que Logic Pro va aussi fonctionner sur le casque. Alors, pour ceux qui travaillent dans la musique, et je pense que cette fonctionnalité a été demandée par Daft Punk, parce que je pense que ce casque ira très, très, très bien avec les costumes qu'ils portent sur scène. C'est comme le dodo, ils ont arrêté. Ouais, ils ont arrêté. Oui, mais justement, ils vont virtuellement. Bon, en tout cas, c'est une piste super intéressante et ça rend évidemment l'attente du casque encore plus grande. Moi, je suis très très impatient de le voir débarquer, ce petit casque Kounet à 3000. Bon, et puis la troisième info, bon, quand même à prendre au conditionnel, mais bon, elle vient de Mark Gurman, donc voilà, on peut considérer qu'il a quand même quelques sources sérieuses. C'est ce MacBook Pro qui est en test chez Apple avec un processeur M3 Pro, selon lui. Le M3 dont tu vas nous parler tout à l'heure, Gilles, n'est-ce pas ? Oui. Hein ? Je n'y manquerai pas. Mais oui. Et est-ce qu'on a d'autres indications du coup sur sur ce qui se profile à la DubDub ? Côté Mac, on reste toujours sur le MacBook Air et rien que lui ? Oui, c'est pour l'automne, le reste, au plus tôt. Oui, plutôt fin d'année et pour les M3, et en ce qui concerne les M3 Pro dont on parle en ce moment, c'est plutôt pour le printemps, printemps 2024. On n'est pas à l'abri d'un Mac Pro non plus, avec un M2. Moi, j'y crois encore au Mac Pro. J'y crois encore au Mac Pro à la DubDub, franchement. Oui, avec un M2 Ultra. Mais pas ça M3. pèse que. Non, c'est ce qu'avait dit Mark Gurman quand il était. On pourrait lui filer une pige sur cette rubrique. Je crois qu'on n'arrivera pas à s'aligner avec Bloomberg, mais. En revanche, moi je mettrais bien une pièce sur un One More Thing en fait pour le Mac Pro. Ah oui. Ce serait là l'annonce d'un truc qui casse la baraque avec le casque et tout ce qui va autour. Et puis donc on serait déjà, on en aurait plein la tête. Et là le One More Thing pour annoncer le Mac Pro. Potentiellement parce que ils ont un peu plus d'humour depuis quelques années et donc je vois bien Craig Federighi ou John Ternus plutôt dire tiens enfin le Mac Pro ou tu as un truc comme ça pour dire on a failli encore dire une connerie bon alors vous avez eu peur hein bah si le voilà en vrai quoi voilà ça j'aimerais bien voilà alors je pense que je parle plus en termes de j'aimerais bien voir ça comme show quoi comme spectacle mais ça irait bien quoi voilà. Ouais, le morphing avec de la réalité virtuelle, ça irait bien aussi. Quoi. Joli, Gilles, joli. Voilà, 20 jours encore à tenir et sans doute moins quand vous écouterez cet épisode. On a hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour faire un nouveau point. Et puis on en fera encore un quelques jours. On sera 5 jours avant la keynote. Et je pense que dans 2 semaines, on pourra vous en dire beaucoup plus sur notre dispositif pour suivre cet événement exceptionnel. C'est sans doute une keynote comme on n'en a pas connu à la WWDC depuis au moins 10 ans, on va dire. Peu de choses près. Allez, on se retrouve dans un instant avec l'événement de la semaine. C'était il y a quelques jours à Mountain View, pas très loin de Cupertino, l'ouverture de la Google I.O. À tout de suite. Et oui, dans iWeek, on parle de tout l'écosystème Apple. Et dans l'écosystème Apple, il y a aussi Google, évidemment. Google, le voisin d'à côté, dans la Silicon Valley, Cupertino, Mountain View, c'est quasiment 2 villes qui se touchent. Et tous les ans, en ce mois de mai, Google organise sa propre conférence mondiale des développeurs. Elle s'appelle la Google I.O. Et c'est donc Sundar Pichai, le CEO de Google, qui l'a ouverte mercredi soir avec une keynote... j'ai envie de dire à la Apple, avec beaucoup de chefs produits, une grande variété de profils qui sont intervenus pour faire des démos, pour annoncer les nouveaux produits de Google. Alors, nouveaux, pas forcément, parce que la plupart d'entre eux ne sont pas encore là. Je pense que tu vas vouloir en dire un mot, Ellie. Mais en tout cas, il y avait un énorme défi pour Sundar Pichai.
3 mois après le lancement complètement raté de Bard, on se souvient de cette journée catastrophique au cours de laquelle l'action Google avait perdu 100 milliards de dollars en valorisation boursière à cause d'une erreur grossière de l'intelligence artificielle générative de Google, hein, le concurrent supposé de ChatGPT, erreur à propos du télescope James Webb. Est-ce qu'on peut dire que mercredi, Google a repris ses esprits et s'est au moins replacé au niveau de Microsoft? Élie? Alors, oui et non. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de bug majeur et il n'y a pas eu d'excuses du style je ne trouve pas mon téléphone, je ne peux pas faire la démo. Donc ça, c'était quand même très très mal passé auprès du public. Mais donc là, les démos étaient très bonnes. Il n'y a pas eu d'erreur et elles étaient très nombreuses. Et l'intelligence artificielle était partout puisqu'ils ont quand même dit 154 fois. Donc, il y a des gens qui ont compté. Hein. Donc, oui. Par contre, pourquoi je disais qu'il y avait un petit bémol, c'est parce que dans les démonstrations de Microsoft, elles ont été suivies par une disponibilité quasi immédiate aux États-Unis, en test, hein, bien sûr. Et ensuite, peu à peu, ils ont déroulé les produits qui sont arrivés et maintenant qui sont arrivés partout. Dans ce qu'a présenté Google, et on va en parler un peu plus en détail tout de suite après, tout n'est que preview, c'est-à-dire qu'ils ont dit dans quelques semaines, quelques testeurs de confiance vont pouvoir commencer à tester et dans quelques mois, on va l'ouvrir et dans certains cas, comme par exemple la navigation, ça va être ouvert dans 10 villes dans le monde. Donc, ce n'est pas non plus généralisé. Mais pour l'instant, de ce qu'ils ont annoncé en ce qui concerne l'IA, rien n'est disponible, contrairement à OpenAI et surtout à Microsoft. C'est Microsoft qui a plutôt déroulé ça. Mais c'est quand même intéressant parce que les utilisations qu'ils ont montrées sont super nombreuses et on va en parler. Ouais. Alors, tu viens de citer Google Maps. On va commencer par ça, parce que ça a été un des effets waouh de cette conférence d'ouverture de Google I.O. avec une nouvelle vue immersive dans Google Maps. En fait, on va faire le repérage de son futur trajet, un peu comme si on était à bord d'un drone qui vole au-dessus, qui tourne à gauche quand il faut tourner à gauche, etc. C'est très réaliste, on a beaucoup de détails et on peut se faire une vraie idée de là par où on va devoir passer. Absolument. Et les détails vont jusqu'au reflet de l'eau et ça tiendra compte du moment de la journée, voire du climat. Il y a des oiseaux qui voleront au-dessus de vous. Donc c'est très poétique, mais c'est impressionnant, quoi. Et on aura vraiment l'impression d'avoir fait le trajet à bord d'un drone très rapide. Du coup, on n'aura plus besoin ni envie d'aller à l'endroit qu'on avait prévu, puisqu'on a déjà fait le voyage. C'est ça. Bon, ça c'est une chose. Ouais. Mais typiquement, c'est un peu comme les interfaces Microsoft au bon temps de la prépondérance de Windows, mais c'est déjà ce qu'on peut faire quand on repère un itinéraire avec Street View. C'est ce que moi je fais régulièrement pour vraiment ne pas louper une intersection. C'est joli, c'est de la 3D, c'est immersif. Ça va typiquement fabuleusement bien avec le casque à réalité immersive d'Apple qu'on devrait avoir présenté en juin, mais c'est pas, ça révolutionne pas le secteur comme. Quand même. Ah, ça va du point A au point final. Hein, ça va. Oui. Ça te montre vraiment tout ton parcours. Ouais. Moi, j'ai été totalement bluffé. Hein. Ouais. Ah oui, franchement. Ouais. C'est rigolo parce que justement, là, pour moi, il y a une réponse à Apple et à la fonction Look Around. Je ne sais plus comment, si elle a été traduite en français, je ne sais plus. Mais donc, Street View, ça nous a tous bluffé quand c'est sorti il y a 10 ans parce qu'on pouvait avoir des photos et effectivement repérer une intersection, un magasin, quelque chose dans un quartier qu'on ne connaît pas. Look Around d'Apple, ça apporte quelque chose de plus réaliste, c'est un peu plus agréable de naviguer dedans, etc. Et là, on se laisse entraîner partout. Ça va plus loin que ce que fait Apple, y compris pour beaucoup de villes. Maintenant, quand on est dans Apple Plan, il y a une fonction de visite des grands lieux touristiques d'une grande ville où on peut justement
Le flyover, merci Ellie, où c'est un truc précalculé pour certains points remarquables. Et là, Google arrive avec ses gros bras en disant oui, mais nous, on peut le faire partout, quoi. Voilà. Donc ça, c'est du Google typique qui arrive avec ses gros bras, ses gros serveurs. Ouais. J'ose pas imaginer la quantité massive de calculs que ça demande. C'est absolument monstrueux. Ça pose d'autres questions potentiellement qu'on n'a pas le temps d'aborder ici, parce que ça doit justement, en termes de demande sur des centres serveurs et de consommation énergétique, ça doit être absolument effarant. Oui, sympathique. Alors, tu as dit, Ellie, et 10 villes. Il y en aura 15 avant la fin de l'année, dont Paris, Londres et New York. Voilà. C'est vrai. Mais pas Nice. Donc, bon. On l'attendait, celle-là. Et une petite précision par rapport à ce qu'a dit Gilles tout à l'heure, justement, c'est que je doute quand même qu'on soit autorisé à porter un casque de réalité augmentée Apple dans une voiture pour pouvoir expérimenter cette interface. À mon avis, la gendarmerie ne laissera pas passer. Ah mais non, mais là, si tu conduis pas. C'est avant de partir. C'est avant de partir pour se. Pour ah non, voir, moi je croyais que tu voulais l'expérimenter en temps réel. Mais non. Mais non, t'as remarqué que c'était accéléré aussi. Heureusement, si c'est 5 heures de route, tu mets pas 5 heures. T'as pas 5 heures de survol, sinon. C'est pas Flight Simulator. Il y a des jeux comme ça, hein. Il y a les Flight Simulator, il y a il n'y a pas très longtemps. Il y a des camions simulateurs pour faire des routes. Mais ça, je savais pas. Il y a Farming Simulator aussi. Bon, allez, on continue dans les annonces qui ont eu un effet waouh. Alors, celle, je sais, Fabrice, qui a ta préférence de loin, c'est le Magic Editor de Google Photos, l'éditeur magique d'images. Qui crée des morceaux d'images qui n'existent pas. Et j'ai failli dire Apple. Google a pris l'exemple d'une photo avec une fillette sur un banc. Cette fillette tient des ballons multicolores, une quinzaine de ballons, et comme la fillette est sur le côté gauche, et ben le bord gauche de la photo coupe les ballons. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau avec ce nouvel outil, Fabrice ? Fais-nous rêver. Donc la démonstration, c'est que on place le doigt sur la scène et donc là sur le personnage. Ça fait une détection automatique du personnage, des ballons, du banc sur lequel l'enfant est assis, et puis on déplace le tout un petit peu vers la droite pour recentrer l'enfant, pour qu'il soit au centre de l'image. Effectivement, comme tu dis, la photo n'est pas cadrée correctement, enfin en tout cas n'est pas cadré pour que la totalité des ballons soit visible. Donc la partie manquante des ballons est recréée par l'intelligence artificielle. Et puis tant qu'on y est, puisque c'était le jour où la photo était prise, il faisait pas très très beau, on va juste faire une tape sur le ciel pour que le ciel soit sélectionné, et ensuite qu'il y ait un ciel un peu plus bleu, parce que le bleu c'est mieux. Voilà. Et je trouve ça horrible. Mais voilà. Non, c'est bien. Alors pourquoi horrible ? Horrible parce que on fait des photos. Attention, je vais commencer à pencher vers la philosophie peut-être de comptoir, vous me direz. Ouais. Mais d'abord, ça pose la question de savoir il faut peut-être redéfinir le mot, ce que veut dire le mot souvenir. On fait des photos souvenirs, et donc on se souvient de quoi ? De ce qui s'est passé ou de ce qu'on aimerait qu'il se soit passé. Et ça, je trouve ça, philosophiquement parlant, je trouve ça absolument horrible. Et en plus, ça va même plus loin à mon avis, et c'est là où Google ne sait pas raconter les histoires comme Apple sait les raconter. C'est qu'on dit, voilà, regardez ce qu'on est capable de faire. Mais pour faire quoi ? Et là, pour faire un truc qui est horrible, qui veut dire que grâce ou à cause de l'intelligence artificielle, on dit à l'être humain et à l'intelligence humaine qu'on n'a plus le droit de faire des erreurs, que c'est pas bien les erreurs, et qu'il faut absolument corriger tout ça. Moi, philosophiquement parlant, ça me pose des questions fondamentales, et je rejette ça totalement. Je suis pas d'accord avec toi, parce que tu n'es pas obligé de corriger la photo si tu ne veux pas. Si tu l'aimes mal cadrée, si tu te dis elle est parfaite, c'est comme ça que je la voulais, libre à toi. Mais si tu te dis, ah mince, je ne me suis pas rendu compte, et tu as la possibilité, si tu le souhaites, de rectifier légèrement, c'est toi qui prends la décision. On t'aide à le faire, on ne te l'impose pas. Donc moi je dis bravo, technologiquement c'est époustouflant, et après on est libre de l'utiliser ou pas. Hein. Mais alors Gilles, attends, je te passe la main Gilles, mais juste Fabrice, je vais te provoquer, mais
Déjà modifier la luminosité, le contraste, les filtres et tout, c'était déjà le début de ça, d'une certaine manière. Mais on a fait un bonus sur le sujet à propos des photos de Samsung et des photos de la Lune, dont je m'étais moqué gentiment en disant que c'était pas trop grave parce que la photo de la Lune, ça me dérangeait pas plus que ça. Et Gilles m'avait repris là-dessus et globalement, il avait raison. Et à ce moment-là, moi, j'avais déjà fait la remarque justement, on se pose tous la question, c'est quoi une photo? Et donc, justement, les photos prises par nos smartphones sont déjà beaucoup calculées, modifiées. En fait, entre le moment où on appuie sur le bouton de prise de vue et le résultat, il ne se passe pas grand-chose, mais il se passe des milliards de calculs pour essayer de reconstituer une image le mieux possible. Donc, toute la question est de savoir jusqu'où on veut aller pour faire de la retouche, pour que ce soit... Alors, est-ce qu'on souhaite que ce soit le plus proche possible de la réalité ou pas? Et notamment, c'est aussi ce qu'on reproche, enfin certains en tout cas, dont je fais partie, au smartphone Samsung et aussi en partie au Pixel, c'est d'avoir des photos très contrastées. Voilà, peut-être un peu trop, avec des couleurs trop vives, parce que ça flatte un peu. C'est comme quand on va acheter une télévision dans un magasin, les couleurs des marques de téléviseurs qu'on veut vendre le plus, on les pousse un peu, comme ça c'est plus joli à regarder que les téléviseurs d'à côté. Donc c'est ça, on est déjà dans un monde où les photos qu'on prend ne sont pas vraies. Est-ce que ça pose un problème? C'est une vraie question, ce que dit Elie est très juste. Mais donc là, ça va tellement loin. Là, moi, cet exemple-là m'a choqué. Et en plus, c'est là où ce que je reproche à Google, c'est d'avoir des capacités techniques monumentales, fantastiques, pour nous faire ça. Et donc, c'est là où je trouve que Google ne se pose pas les bonnes questions philosophiques que j'ai envie, moi, de me poser. Effectivement, ça, c'est un vrai sujet. Gilles, tu disais à l'instant, je ne suis pas d'accord, globalement. Alors, pour répondre là à Fabrice, jusqu'à présent, il a raison, jusqu'à présent, les corrections qui étaient apportées étaient là pour pallier à la faiblesse intrinsèque des capteurs d'appareils photo sur les smartphones, parce que ils sont tout petits et que ils n'ont pas les capacités d'un vrai capteur APC ou plein format, et ils ont des limitations qui sont les leurs, et donc il faut mettre des exhausteurs de vue comme il y a des exhausteurs de goût dans les cochonneries industrielles qu'on nous fait qu'on essaye de nous faire avaler. Là, encore une fois, Fabrice touche à un truc. En psychanalyse, on parle de souvenir écran, qui est quelque chose qui s'intercale entre la réalité et le souvenir qu'on en a. Et il y a même une autre chose qui est la fabrication de faux souvenirs à partir de photos qu'on voit ou qu'on a vues depuis son enfance. Et qui donne l'illusion d'avoir ce souvenir, alors qu'il ne s'agit jamais que d'une représentation de la photo qu'on a intériorisée, qu'on a mémorisée comme un souvenir. C'est la représentation qui l'équivalent de la représentation de mots et de la représentation de choses, en fait. Bon, je comprends qu'il y a un vrai débat, au-delà du débat technique, il y a presque un débat philosophique sur le sujet, je suis assez d'accord, en tout cas pour poser ces questions-là avec vous. Google I.O. pour moi, c'est 18 post-it. J'ai regardé la keynote et j'ai pris plein de notes. Elie, avant qu'on passe à la suite, à Bard et au matos. Juste un petit point, parce qu'on parlait de ne pas retoucher les photos. Mais bon, moi personnellement, je ne suis pas un photographe professionnel. Hein, mais autour de moi, dans ma famille, j'ai quelqu'un une nièce qui, c'est sa profession. Elle prend des photos et en particulier des photos de mariage. Donc j'ai eu l'occasion de voir des centaines de photos. Il n'y a pas une photo qui n'est pas retouchée avant de la donner au marié. Que ce soit le cadrage, que ce soit la couleur, que ce soit le contraste. Mais c'est un travail de professionnel. C'est-à-dire que une pro de Photoshop, etc. Moi, je ne pourrais pas faire ce qu'elle fait, mais ce que permet de faire en partie ce dont on a parlé, c'est donner le pouvoir à un utilisateur lambda de faire une petite correction par rapport à une petite erreur. Mais aujourd'hui, dire « j'ai pris la photo, elle est telle qu'elle »,
Les photos sont prises en RAW et on va justement retoucher l'exposition, retoucher des tas de paramètres que je suis incapable de faire moi-même. Mais les photos aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, depuis qu'elles sont numériques, elles sont retouchées par des pros. Non, mais c'est intrinsèque à la photo depuis le collodion, depuis 1850. Enfin, tout le monde a fait, quand tu fais de l'agrandisseur, tu vas retoucher tes photos soit en retenant les zones qui sont brûlées, soit qui sont trop denses ou exposant davantage les zones qui sont brûlées. Tu vas enlever les petites poussières avec du gris film. Ça se fait depuis... c'est intrinsèque à la photo depuis le début. Sauf que là, on passe à autre chose. On crée quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas sur la photo. C'est cette différence de nature, en fait. Voilà, bon, on arrête là-dessus. Je me dis que ça aurait fait un très bon bonus, mais c'est dans l'émission, donc c'est très bien comme ça. On a 2-3 trucs à voir encore, histoire quand même d'être complet. Il faut qu'on dise un mot de la version 2 de Bard, et puis du matos, du Pixel Fold, et de la Pixel Tablet peut-être. Alors sur Bard, donc c'est le concurrent de ChatGPT version Google. Deuxième version, pas encore dispo en France, pourtant dans 180 pays, mais pas en France. Je sais pas comment ils ont fait, c'est quand même très fort. En fait, c'est pas en Europe. Ah, c'est nulle part en Europe ? Ah. Ben oui, parce qu'on est, on est en plein dans les effets RGPD, de réglementation, etc. De régulation, ou en tout cas effets supposés. C'est-à-dire que là, on est plutôt sur quelque chose où Google a potentiellement pas osé ou a pris le temps de discuter un peu plus avec les instances européennes, parce que il y a potentiellement question. D'accord, ok. Oui, sinon ça marche en français, il n'y a aucun problème. Ils sont non. prêts, Ah non, il comprend pas le français. Ah oui, mais Non. le français n'est pas disponible. Ouais, non, le français n'est pas disponible. Mais dès qu'ils auront mais ça marche l'autorisation, quand... Ah oui. Ça fait partie des langues qui se marcheront dès qu'il sera disponible. Il y a que officiellement, il n'y a que l'anglais, le coréen et le japonais pour l'instant. Oui. Intégration à Google Search, c'est un des points hyper importants parce que Bing a fait pareil avec ChatGPT. Oui. Ce qu'on a vu avait l'air assez séduisant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est assez bien fait. Oui, ça c'est bien fait. C'est d'ailleurs très proche de ce que fait Bing en termes de citation des sources trouvées. Ils ont été, en plus des 154 fois où le mot IA a été prononcé, AI, ils ont aussi beaucoup insisté, et Sundar Pichai en premier, pour dire qu'ils seraient responsables dans l'utilisation de ces outils-là, etc. Ça, ils ont insisté là-dessus. Ils ont beaucoup insisté là-dessus. Il y a un truc qui me fait un peu sourire quand même, c'est que c'est presque une continuité de la conversation précédente. C'est qu'on va être responsable, et notamment si on génère des images, on va mettre tout ce qu'il faut pour dire que c'est généré par de l'intelligence artificielle, des tags, etc. Et puis à côté de ça, tu as des outils qui sont faits pour justement enlever les watermarks, les marquages. C'est pas des outils Google. Non, c'est le chat et la souris. Non, mais sauf que c'est aussi des outils Google parce que il y a l'option justement de gomme magique pour enlever ce qu'on veut sur une image. Donc si c'est des outils Google, tu prends une photo avec des gens sur une plage que t'aimes pas, t'enlèves les gens. Du coup, tu peux aussi enlever le watermark. donc c'est pas crédible. Je m'excuse, mais c'est pas crédible. Non, mais je crois que c'est pas. Alors, je pense il ne parlait pas de watermark visible. À mon avis, c'est un watermark qui est lié au fichier qu'on peut pas. Enfin, ils n'ont pas été aussi affirmatifs. Ils ont dit qu'ils espéraient qu'il résisterait. Voilà. Je pense pas du tout que ce soit un watermark visible. Non, c'est pour illustrer, mais tu as raison, oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, puisqu'on parle de la recherche Google, une des fonctionnalités nouvelles de la recherche Google, c'est qu'il va repérer les fakes dans les photos, et dès que vous allez faire une recherche sur une photo, il va aller regarder quel est le site d'origine et il va vous dire s'il y a un problème de fiabilité ou pas. En fait, en tout cas, ça fait partie des choses qu'ils ont annoncées. Ouais, ils vont se reposer sur le filigrane, enfin le watermark, et sur les métadonnées.
faire un mix de tout ça et en tout cas donner des indications. Et normalement, toutes les images qui seront identifiées comme ayant été générées par une IA seront taguées avec l'acronyme IA, normalement. C'est ça. Donc voilà pour les nouveautés dans les outils Google. On n'a pas parlé des équivalents de Office avec Gmail, avec Google Doc, avec Google Sheets, avec etc. Il y a de l'IA à tous les étages. Ils écrivent les mails à votre place comme Microsoft. Hein, voilà. Rien de très différent. Il faudra comparer les deux pour voir ce qui marche le mieux, évidemment, et si on a envie de s'en servir surtout. Voilà. Et puis, il y avait la partie hardware aussi dans cette conférence Google I.O. Ah bon? Alors avec une tablette qui était attendue depuis longtemps, qui est la Pixel Tablette, et avec ce fameux smartphone pliable, le Pixel Fold, alors pour lequel Google va littéralement acheter les clients qui ont un iPhone, puisque Google fait des reprises de dingue jusqu'à $950 pour un iPhone 14 Pro Max, à condition d'acheter le Pixel Fold. Donc quasiment son prix neuf, hein, puisqu'il est à $99 de plus. Oui. Samsung avait fait ça au début, au beau milieu de la guerre entre Apple et Samsung sur les Galaxy. Ils avaient fait quelque chose comme ça. Ah, je crois que tu parlais de la guerre de Corée. Je me suis dit, non. On remonte pas si loin. Steve était même pas né, je crois pas. Ouais, c'est ça. Donc. Non, mais c'est vrai que c'est une combine. Enfin, là, tu vas vraiment acheter tes clients, quoi. C'est. Mais c'est le seul. On en a parlé dans une quotidienne. C'est le seul segment, le Fold, les smartphones pliables, c'est le seul segment qui a une prévision de croissance et de croissance soutenue pour l'année 2013. Et c'est le seul segment où il y a un peu d'argent à faire et où Apple 2013, n'est pas. t'es sûr? Pardon, 2023. Tu vois, la guerre de Corée n'est pas si loin. N'est pas si loin, oui. Donc, non, trêve de bêtises. C'est le seul endroit où on peut faire un peu de marge et où Apple n'est pas. Donc, c'est ça. Ils oublient qu'ils n'ont aucune chance sur un malentendu. On ne sait jamais, ça peut marcher. Oui, pour les autres, oui, parce que le secteur qui sera en croissance, attend que l'iPhone 15 sorte, tu vas voir s'il ne va pas y avoir de croissance. Hein. En tout cas, pour les produits Apple. Le seul où Apple n'est pas. C'est plus les smartphones, les seuls smartphones qui se vendent sont ceux qui sont au-delà de $1000, le haut de gamme, et Apple ne fait que du haut de gamme ou du très haut de gamme. Donc, c'est difficile. On avait vu les chiffres, 4 ou 5 sur les 5 smartphones qui se vendent le mieux. C'était l'iPhone était dans les 5 ou voire 4 smartphones les plus vendus, quelle que soit leur place. Il y a pas de place pour répéter le mot, il n'y a pas de place pour exister pour les autres s'ils veulent gagner un peu d'argent. Bon, le Pixel Fold, hein, c'est $1799, donc c'est le même prix que le Samsung, hein, le pliable Samsung, disponible le mois prochain. Vous avez aussi donc la tablette, la Pixel tablette qui fait 11 pouces 4. Alors, elle est vendue $499 le mois prochain. Elle est fournie avec un pied, une sorte de dock qui a des haut-parleurs et qui permet de la recharger. Le dock, lui seul, vaut $129. Il est livré avec. Si vous achetez le smartphone pliable cadeau, vous avez la montre, la Pixel Watch. Et en plus, vous avez aussi la reprise de votre iPhone. Donc voilà. Et puis, vous avez un autre smartphone plus accessible qui est le Pixel 7a, $499, qui est sorti en France aussi le lendemain de l'annonce.
Par contre, Benjamin, une petite précision. Les prix français ont été apparemment déjà un peu communiqués et là, ils parlent de 679 à 799 euros pour la Pixel tablette, ce qui la place quand même déjà pas au même niveau de prix, hein, parce que 679 euros, on est en plein dans les prix Apple. Hein. Ah oui, c'est... Alors, oui, est-ce que... oui, la conversion, elle est plutôt... oui. Ouais. Plutôt lourd, ils ont la main lourde. Ils ont demandé à Bard qui s'est trompé. C'est ça. Bon, voilà pour Google I.O. On voulait vous en parler, évidemment. Ça fait partie de l'écosystème et c'est complètement normal. Ça nous intéresse de voir ce qui se passe en face. Allez, on se retrouve dans 3 secondes, Ellie. Tu peux passer ton tablier. Et tes tongs ou tes crocs, je sais pas ce que tu mets en cuisine, mais c'est l'heure de ton dîner. Et oui, c'est la toque. Évidemment que tu portes, Ellie. Entrée, plat, dessert. Le retour du dîner d'Ellie à 3 semaines de la keynote. Tu te prépares, tu reprends tes bonnes vieilles habitudes là, pour faire un dîner de fête. Donc, on commence par l'entrée ? Oui, absolument. Alors, une entrée légère mais intéressante parce que figurez-vous que WhatsApp annonce ou pré-annonce une nouvelle fonctionnalité qui commence un tout petit peu à dérouler, qui n'est pas encore disponible, en tout cas, je n'ai pas pu la télécharger, qui permet de verrouiller, voire même de cacher certaines conversations. Même si vous utilisez un mot de passe, etc., bon, à partir du moment où votre téléphone ou votre tablette est déverrouillé, vous pouvez avoir quelqu'un qui va lancer votre WhatsApp et tomber sur des choses que vous voudriez peut-être cacher. Et bien maintenant, ça sera possible. Donc, vous pourrez verrouiller certaines conversations, voire même les cacher. Et ça ira dans un dossier qui sera un dossier protégé. Et donc, pour pouvoir les déverrouiller, il faudra à nouveau utiliser Face ID ou votre doigt. Voilà ce qu'on sait pour l'instant. Et même les notifications seront discrètes, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas le contenu du message à l'écran. Ni les correspondants, ni les personnes qui vous l'envoient, pour éviter que on puisse savoir. Ils ont dû recevoir beaucoup de demandes pour intégrer cette fonction. Et il y a même quelque chose, c'est que les photos, parce que vous savez que les photos de WhatsApp sont automatiquement envoyées dans Photos. Bah, en fait, ils se sont débrouillés pour qu'elles aillent dans un dossier caché. Alors, je ne sais pas comment ils font dans Photos, mais en tout cas, les photos, ils ont prévu qu'elles ne soient pas visibles non plus. Sinon, c'est trop facile. Vous ouvrez Photos. Alors, on passe au plat de résistance, mon cher Eli ? Oui, absolument. Et là, c'était quelque chose de très intéressant parce que c'est même un petit tuto rapide. Parce que figurez-vous, et c'est pour ça que c'était même un plat de résistance, Apple écoute ses utilisateurs. Bon, là, ils ont mis un petit moment à nous écouter parce que figurez-vous que Ventura, pour tous ceux qui utilisent Ventura, comme moi et comme vous certainement, il y a quelque chose qui avait disparu et qui, moi, me rendait fou. Et je pense que Fabrice lui-même va pouvoir confirmer ça. C'est que dans le réseau, on avait perdu les configurations qui permettaient d'avoir une config pour la maison, une config pour le bureau, une config fois avec une adresse fixe, etc. Et il n'y avait pas moyen qu'ils le remettent. Eh bien si, ils l'ont remis. Mais ils l'ont remis depuis macOS 13.2.1. Donc si vous êtes en 13.2.1, voire plus récent, vous avez ça, mais ils l'ont à moitié caché. Donc je vous dis en 2 secondes comment faire. Vous lancez Réglages, vous cliquez sur Réseau, et Réseau, vous allez voir en bas de l'écran 3 petits points. Vous cliquez sur les 3 petits points, et là, vous lui dites Configuration, et comme par magie, parce que pour moi, c'était de la magie, vous faites apparaître toutes les configurations réseau que vous aviez. Moi, les miennes, elles datent certaines d'il y a super longtemps. Je pensais qu'elles étaient finies, perdues à jamais. Eh bien non, elles sont toutes là. C'est juste qu'Apple nous les avait cachées. Donc, bonheur, vous cliquez et vous retrouvez toutes vos configs. C'est génial. Et bien ça, c'est une bonne nouvelle. Mais oui, ça vraiment, ça me change la vie, moi. On avait toujours eu ces réglages... Depuis le premier macOS 10, c'est ça qui est fou. Bah oui. Et moi, je m'en suis jamais servi. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Ah bon, donc tu peux pas me confirmer, alors que moi, je n'ai une pagaille. Bah oui. Non, je vais dans ces menus-là pour faire des configurations VPN, etc., des interfaces virtuelles, ceci, cela, mais enregistrer des configurations, j'en ai jamais eu besoin. Sur une machine, je vais mettre un VPN et puis c'est tout, voilà. Bon, et puis Ellie, en dessert
Alors, écoute, oui, c'est un dessert un peu impressionnant. Parce que je vais vous le montrer graphiquement. Donc, après, n'ayez pas peur, hein, ça va bien se passer. Parce que figurez-vous que, bon, vous avez vu dans certaines émissions, et puis si vous avez l'image dans la version YouTube, vous allez voir de quoi je parle. Bon, moi, je suis très, 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 très allergique. Il y a des fois où pendant l'émission, c'était une véritable catastrophe. Et ça fait des années que j'ai tout essayé, toutes les molécules, tous les traitements, tout ce qui existe contre les allergies. Et là, en fait, j'ai trouvé un truc qui a l'air de marcher et c'est assez incroyable. Donc, en fait, c'est une société israélienne qui a sorti ce produit depuis 3 ans. Mais bon, évidemment, le temps qu'on le sache ici et qu'on puisse l'utiliser. Et c'est un truc qui s'appelle Bionnet et je vais vous le montrer. C'est extrêmement simple. Regardez. C'est une petite boîte. Vous voyez, comme ça, qui a l'air toute jolie, avec des petites fleurs. En fait, ça cache les piles. Et vous allez voir, c'est un petit dispositif. Vous voyez, c'est ça. Et en fait, c'est là où ça peut faire un peu peur, mais regardez. J'appuie dessus et on le met dans le nez, comme ça. Vous voyez, quand vous êtes dans le le nez noir. s'allume. Et oui, ça fait peur. Alors Non, là, mais chers auditeurs qui n'avaient pas la chance d'avoir la couleur, faut y aller. Hein. Ton petit-fils doit adorer quand tu fais ça. Ah, il adore. Mais Mais Élie, ça sert à quoi? alors, je vous explique. On dirait Kirill le clown. En fait, ça envoie une lumière rouge, donc c'est une domaine de l'infrarouge qui a été calculée de façon extrêmement précise. Et en fait, en 4 minutes, ça désensibilise ici les récepteurs qui font que vous êtes allergique et que vous éternuez. Génial. Et donc, 2 traitements par jour, donc aucun médicament. Et ça fait disparaître l'allergie. Et vous savez, j'utilise ça depuis maintenant 1 mois. Et franchement, c'est génial. Mes allergies ont totalement disparu. Donc, c'est inoffensif, hein, c'est de la lumière rouge. Ça se trouve chez Amazon pour un prix légèrement plus élevé que le prix qu'ils devraient proposer. Mais moi, j'ai fait une recherche sur Google et il y a plusieurs pharmacies qui l'ont incorporé. Et donc, vous pouvez commander par Internet. Et moi, ça coûte dans les 49 €. Si vous le trouvez à 60 et quelques, c'est qu'il y en a qui se gavent. Mais franchement, et pour ce prix, pour 49 €, frais de port compris, je l'ai reçu. Non seulement il marche, les piles tiennent une 40aine d'utilisations. Donc, et ils vous fournissent un jeu de piles de rechange. Ce sont des piles traditionnelles, les petites piles plates qui ne coûtent pas cher du tout. Et franchement, ça dure 4 minutes, c'est indolore totalement, vous ne sentez absolument rien. Et ça évite d'avoir des effets secondaires de certains médicaments antihistaminiques qui vous font dormir, etc. Donc franchement, moi je l'ai essayé, ça marche. Ils ont fait des tas et des tas et des tas d'études qui ont confirmé que ça marche. Et voilà, donc c'est instantané. Et puis, la démo est impressionnante. Oui, mais c'est surtout le résultat qui compte. Et le résultat est vraiment sympa. Okay, donc ça s'appelle Bionnet. Et c'est fait parce qu'il y en a plusieurs. Évidemment, les Chinois ont immédiatement copié le truc. Et eux, au lieu de proposer une variation, ils proposent 3 ondes différentes et ça guérit même si vous avez mal au doigt, etc. Et ça se recharge en USB-C et tout. Mais si vous voulez, celui qui marche, qui a été testé dans les conditions de laboratoire et autres, c'est Bionnet et la société s'appelle BioLite. Donc si vous cherchez Bionnet de BioLite, vous tombez sur le bon produit. Ok. Bon, bah écoute, voilà. Étonnant. Ça valait le coup au moins pour la démo. Plus on n'essaye pas. Bon, merci Élie. Dans le noir, c'est très impressionnant. Le soir avant de me coucher. C'est sûr, on refera la démo dans l'obscurité. On fera peur aux enfants. Allez, on prend un petit café un petit café gourmand et on se retrouve dans quelques instants pour la mise au point de Gilles. On va parler de TSMC. À tout de suite. Bon Gilles, je crois que tu voulais revenir sur les prochains processeurs TSMC gravés à 3 nanomètres, les fameux. Bah, c'est vrai qu'on pensait avoir un peu tout dit sur le sujet en attendant qu'ils arrivent. Presque, sauf qu'on a encore quelques petits détails livrés par DigiTimes, la feuille spécialisée dans l'actualité du semi-conducteur et qui enfonce le clou
en réaffirmant qu'Apple serait le premier servi dès cet automne avec la première génération de puces gravée donc en 3 nanomètres. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Parce que les premières indiscrétions sur le sujet datent de décembre, ça fait quoi, 3-4 mois déjà? Oui, il y a 2 choses. D'une part, la façon dont Apple procède, et ensuite la feuille de route d'Apple et qui corrobore plus ou moins la dernière livraison de notre ami Mark Gurman. La façon dont Apple procède, c'est un peu comme la scène de la cuisine dans Les Tontons Frinqueurs, quand l'oncle Fernand arrive et pousse tout sur la table en posant sa serviette qui déborde de liasses de billets. En l'occurrence, ils ont investi vraisemblablement la majeure partie des 23 milliards nécessaires pour la construction de la nouvelle usine, ce qui leur permet de rafler 90% de la production sur la première génération de puces. Et du coup, ils sont en position de déployer du 3 nanomètres sur l'ensemble de la gamme, du moins celle à très haute valeur ajoutée, depuis l'iPhone 15 Pro jusqu'à l'iPad, et même les premiers Mac de la gamme, qui nécessitent à la fois beaucoup de puissance et une faible consommation. Mais même pour la génération suivante du Mac Studio, par exemple, et plus tard du Mac Pro, c'est Apple qui est en position de dire à ses concurrents, on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. Et si on veut filer la métaphore, Apple faisait déjà ça du temps du Mexicain, je veux dire de Steve Jobs, puisqu'ils n'ont pas procédé autrement avec le micro-disque dur de 1,8 pouces pour le premier iPod, la mémoire NAND de l'iPod Nano, les écrans capacitifs projetés de l'iPhone, etc., etc., jusque tout récemment pendant la pandémie. Mais Gilles, tu nous as pas fait venir jusqu'ici pour beurrer les sandwichs. C'est quoi la feuille de route? Alors non seulement la génération suivante d'iPhone est basée sur le prochain processus de fabrication de puces de TSMC, il devrait avoir une mémoire RAM plus rapide sur la puce A18 Bionic. Mais en outre, les caractéristiques annoncées par DigiTimes au niveau du faible saut, au niveau du nombre de cœurs logiques ou graphiques qui sont embarqués dans les nouvelles puces, ça correspond à peu près à ce que Mark Gurman a annoncé dimanche de son côté. 12 cœurs de calcul, 6 à haute performance et 6 à efficacité élevée, 18 cœurs graphiques et 36 gigas de mémoire au maximum. Et les concurrents d'Apple, en AMD ou premier chef, ne devraient pas toucher grand-chose de ce côté-là non plus, du fait du prix élevé de cette nouvelle génération. On aurait aussi bien pu appeler cette chronique « Razzia sur la schnouf » ou « Touchez pas au Grisby ». Bon, merci Gilles, merci. On va attendre ce 3 nanomètres avec toi alors, hein. On n'a pas le choix de toute façon. Non, on va voir ce que ça va donner. Ils vont peut-être annoncer des choses sur la feuille de route avec les nouvelles versions des OS. Rendez-vous le 5 juin comme pour tout le reste. Allez, on se retrouve dans 3 secondes avec nos coups de cœur et nos cartons de la semaine. Les cartons, les coups de cœur de la semaine. Élie, on commence avec toi, puisque tu as lu, tu t'es précipité sur le nouveau livre de Jean-Louis Gasset. Absolument, que j'ai appelé dans ma chronique 50 nuances de Jean-Louis. Bon, le titre lui-même, c'est Grateful Geek. Il y a beaucoup de sexe dans son livre. Non, mais il faut le lire. Jean-Louis est un personnage, c'est une icône de la tech. On peut rappeler, ancien patron d'Apple France, fondateur de BIOS, investisseur dans la Silicon Valley. Et puis après, il a fait un peu de capital risque, jusqu'à sa retraite d'ailleurs maintenant, puisque maintenant il est à la retraite. Et il avait même commencé dans la tech avant Apple, puisqu'il est passé par d'autres constructeurs informatiques avant. En fait, c'est un livre, je n'ai pas encore tout lu, parce qu'il est sorti ce matin. Donc, mais il parle de choses qu'on ne connaissait pas. Il parle de son enfance, de sa famille, de ce qui l'a amené en fait à la tech. Et il cite
pas mal d'anecdotes. Il y a toute une partie, donc je pense la partie où il était chez Apple que j'ai connue et que je vais lire avec délectation. Je ne suis pas encore arrivé à cette partie-là. Ça se lit très facilement. Et puis, pour ceux qui sont dans la tech, ça va forcément vous rappeler des tas de bons souvenirs. Bien sûr. Alors, à condition de pouvoir le lire, n'est-ce pas, Fabrice ? Ben oui, parce que je l'ai acheté, j'ai été surpris d'une chose, un petit peu déçu, c'est-à-dire que, comme vous vous rappelez peut-être, moi je lis beaucoup sur un Kindle, une liseuse, comme celle-là, donc, que je montre à l'écran. Et alors, le livre de Jean-Louis Gasset n'est pas compatible avec les liseuses à encre électronique, ou en tout cas pas toutes, parce que en fait, le livre qu'on peut acheter au format électronique n'est pas un livre électronique, en ce sens qu'il n'est pas dans un format qui permet justement de changer, par exemple, la taille des caractères, etc. En fait, c'est une collection de PDF. Et donc, on peut lire des PDF sur un écran à encre électronique, mais là, il est dit qu'il n'est pas compatible avec les liseuses. J'étais un peu déçu, donc je vais le lire sur iPad. Voilà. Ok, eh ben merci beaucoup Elie pour ce coup de cœur. Donc, il s'appelle comment le bouquin ? 50 Years ? Il s'appelle Grateful Geek. Ah, Grateful Geek. Oui, et après, 2 points, 50 Years of Apple and Other Tech Adventures. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce qu'il est disponible en français ? Pas encore, mais vu que Jean-Louis est français, on espère bien qu'un jour il sera traduit en français, et puis peut-être qu'il sera aussi un jour dans le livre d'Apple. Moi, je pense que quelqu'un qui a été tellement lié à Apple devrait sortir en format EPUB. Ce serait bien. Oui, ce serait toi qui le connais, dis-lui que tu connais quelqu'un qui serait d'accord pour faire la traduction. Ce que j'allais dire, je ne sais pas s'il en a besoin, mais oui, je lui dirai. Alors voilà, mais s'il veut, on peut. Bonne idée, bonne initiative. Tiens, Fabrice, puisque tu as la main, à toi. Quel est ton Alors coup moi, de je vais faire un coup de cœur, mais pour un vieux truc. Un vieux truc, c'est ma vieille voiture. Alors dans ma vieille voiture, qui a maintenant 16 ans, il y a un lecteur de CD. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Les plus jeunes d'entre nous ne savent même plus de quoi il s'agit. Mais alors, à quoi ça peut bien servir un lecteur de CD quand on ne met pas un CD dedans ? Eh bien, ça peut servir à insérer un support pour son iPhone. Alors, ça existe depuis longtemps, mais moi, en fait, j'ai découvert ça depuis très peu de temps. Et alors, j'adore, parce que du coup, l'iPhone est très bien placé et il tient très bien par rapport... j'ai utilisé plein de choses, des supports pour iPhone de voiture qui s'insèrent dans les grilles d'aération, par exemple, de la clim, du chauffage. C'est pas toujours très efficace. Et puis, alors, l'été, si on a la clim dans sa voiture, ma voiture est ancienne, mais il y a quand même la clim, c'est très bien, ça tient l'iPhone au frais. Mais quand c'est l'hiver, ça le réchauffe et c'est pas forcément une bonne idée. Et donc, voilà. Donc, il faut imaginer un support un peu plat qui s'insère dans la fente du lecteur de CD dont on ne se sert plus jamais, en tout cas moi. Il y a un petit réglage pour élargir un petit peu, donc ça tient bien dedans. Et puis, accroché dessus, il y a une mâchoire dans laquelle on peut mettre son iPhone de toutes les tailles. Et voilà, j'ai découvert ça il y a 3 semaines et alors je suis très heureux d'avoir, c'est ce qui va être mon équivalent de Apple CarPlay pendant quelques temps, le temps que je conserve encore cette voiture quelques années. Voilà. Donc n'hésitez pas à chercher support iPhone de voiture pour lecteur CD. J'adore. Bon. Très très bien. Et je te donne une autre astuce pour ceux qui n'ont plus de lecteur de CD, parce que ça arrive, et qui ne veulent pas utiliser les bouches d'aération, parce que là je suis tout à fait d'accord avec toi, en plus ça les abîme. Il y a une autre solution, c'est un porte-gobelet qui tient l'iPhone de chez Belkin, et c'est incroyable, parce que toutes les voitures ont un porte-gobelet au milieu. Et c'est un petit accessoire. Belkin fabrique généralement des trucs connectés. Ils ont ce produit-là au catalogue. Et on place l'iPhone et il est parfait. Parfait. Gilles, ton coup de cœur ou ton carton de la semaine ? J'avais un carton, c'était pour Elie, qui a oublié que Jean-Louis Gasset avait été le numéro 2 d'Apple. Au plus fort de la crise, il y avait des gens qui manifestaient pour... t'es obligé de le dire, c'est pour ça. Et qui manifestaient... avec un béret pour que Jean-Louis Gasset devienne numéro 1. C'est de fou, quoi.
Non, j'ai pas raconté tout le bouquin hein, et tout ce que je connais de lui, sinon il faudrait une émission. C'est la fin de ce 137e épisode. Merci beaucoup de votre écoute, de votre fidélité. Merci pour vos tweets avec le hashtag iWeekLSA et merci de suivre @iWeekNews sur Twitter et @iWeekNews@mastodon.world sur Mastodon. La température commence effectivement à monter avant le 5 juin et c'est vraiment le moment de vous connecter. Merci aussi de votre soutien sur patreon.com/iWeek. Un merci tout particulier à Guillaume Butinx, à Gilles Ramy et à Mélie. On a besoin de vous tous pour continuer iWeek et pour développer le podcast et tout ce qu'on fait autour de l'écosystème Apple. Merci pour vos notes 5 étoiles aussi sur Apple Podcast et pour vos avis. Alors s'ils sont bons, évidemment, vous donnerez envie à d'autres, mais sachez que ces avis sont uniques. Vous ne pourrez ni en écrire un deuxième, ni modifier le premier. Et donc, si vous avez le moindre souci, le mieux, c'est quand même de nous contacter directement et au moins, ce sera constructif. On pourra vous répondre, on pourra éventuellement arranger ce qui ne va pas. Là aussi, une seule adresse, @iWeekNews sur Twitter. C'est fait pour ça. Salut les copains, salut Gilles Denès. Salut Benjamin Vincent. Au revoir Fabrice Neumann et au revoir Elie Abitbol. Bientôt. Merci d'avoir été là, Gilles, ancien rédacteur en chef de MacPlus.net et co-auteur de l'excellente iPod Backstage chez Duno. Salut Fabrice Neumann. Salut mon capitaine, salut à toutes et à tous, à bientôt. Ton site n'a pas changé d'adresse. Non, comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, vous le retrouverez comme ça. Il veut même pas faire son auto-promo. Bon, écoute. Si, mon auto-promo, c'est que là, cette semaine, on peut aller sur le site commentsamarche.net où j'ai commis l'article récapitulatif de tout ce qu'on savait ou ce qu'on croyait savoir à date sur le casque de réalité mixte d'Apple. Et donc, vous pouvez aller voir ça avec des vrais morceaux d'images créés par l'intelligence artificielle dedans. D'ailleurs, je me suis un petit peu amusé pour illustrer ça, puisqu'on n'a pas encore les vraies photos. Donc voilà, comment ça marche.net. On recommande l'excellent article de Fabrice. Chaudement. Et salut Elie Abitbol, je le dis bien. Bonsoir tout le monde et à bientôt. À bientôt. La version vidéo de cet épisode, puisqu'on est quasiment bon, cette version vidéo donc sera dès jeudi sans pub sur patreon.com/iWeek pour de soutien et à partir de dimanche sur YouTube. Dans un instant, on enregistre, en tout cas vous enregistrez le bonus hebdo pour notre communauté Patreon. Je vais devoir filer, c'est pour ça je serai sans doute pas là. Cette semaine, ce sera sur Passkeys, une révolution qui sonne peut-être la disparition des mots de passe. Et c'est vrai que pour avoir commencé à l'utiliser, c'est assez génial. Pour profiter de tous ces bonus, patreon.com/iWeek. Prenez bien soin de vous, passez une bonne soirée, une très belle semaine, un bon week-end. Et on se dit au milieu de la semaine prochaine, on sera à 15 jours, même pas, de la keynote du 5 juin. Salut à tous et n'oubliez pas la quotidienne. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Salut. Bye bye.